Philippe Ridoux, on le retrouve, on aime bien le retrouver, un enfant du pays, hein, en quelque sorte, dont le boulot consiste à faire du charter pour l'instant, en ce moment, on va dire, d'élever sa petite fille aussi, c'est pareil. Et Philippe Ridoux qui a parcouru les nuages avant de parcourir les mers. Il a été pilote d'avion et puis il est commandant de bord, skipper, équipier, ça dépend, au réglage des voiles, à la tactique, en fonction de ce qu'on lui demande, puisque la mer c'est un peu son terrain de jeu, après que ça a été les airs. Et il va nous expliquer d'ailleurs comment, pour bien connaître la mer, il faut bien connaître les airs. En tous les cas, si on a envie d'anticiper, sans parler de prévoir, mais de savoir en tous les cas comment ça se passe sur l'eau, il est important de regarder le ciel, et au-delà de le regarder, de le contempler, il est important de comprendre l'évolution des masses que l'on voit, on va appeler nuages, mais pas seulement, le sens du vent, et sur l'eau, le clapot est intéressant aussi, et les mouvements des animaux. C'est aussi intéressant à regarder quand vous voyez des nuées d'oiseaux qui vont dans un sens ou dans l'autre, en fonction de quels oiseaux c'est et dans quel sens ils vont. Ça peut vouloir augurer de changements climatiques. Mais je ne vais pas tout vous raconter, parce que je ne saurais pas vous en raconter beaucoup plus que ça. En revanche, Philippe Ridoux, lui, il va tout vous dire sur comment décoder et comment appréhender, au sens propre, un orage ou un phénomène météo particulier, on va dire. Alors, Orage au désespoir, aux vieillesses et ennemies, qui est le site de Corneille. Vous confirmez? Ah ouais. Voilà. C'est important de vérifier les informations, quand même. Philippe Ridoux. Merci. Merci, Pareil. Messieurs, dames, bonjour. Merci à vous tous d'être venus à ce petit blabla météorologique. Il n'est nullement question pour moi de vous faire un cours. Hein. Je n'ai pas cette prétention de faire un cours aujourd'hui, bien que je sois même instructeur, mais je le fais dans d'autres circonstances bien précises. Donc on va juste parler donc des orages et des phénomènes qui sont induits derrière dans un objectif de sécurité pour vous. Je vais vous donner quelques tuyaux pour pouvoir assurer votre sécurité en mer notamment. On verra l'application que font les compagnies maritimes pour éviter les orages les plus violents et les méthodes aussi issues des gardes-côtes américains, les US Coast Guard. Donc avant tout, on va faire un petit rappel de piqûre générale sur les notions d'instabilité de l'atmosphère. Ensuite, on verra les différents types d'orages, ceux qui nous intéressent notamment en mer, ainsi que les phénomènes qui peuvent être induits derrière, donc notamment les fameux twisters, donc les trombes, et ainsi que les rafales linéaires qu'on appelle les microbursts, qui peuvent présenter des dangers considérables en mer si on se fait attraper, quoi. Voilà, donc je sais que parmi vous, il y a certainement beaucoup de navigateurs, bien entendu. Je suis sûr que parmi vous, certains ont eu des expériences orageuses, je suppose. Est-ce que c'est le cas parmi certains d'entre vous? Ouais, voilà. C'est tout? D'accord, ok. Donc, voilà, petit rappel général. Bon, les orages, bien entendu, on va raisonner sur un où, quand, comment. Alors, où, ça peut se faire un peu partout sur Terre, sauf deux endroits, le pôle Nord et le pôle Sud. Bien entendu, pourquoi? Parce qu'il fait trop froid. Et il faut quand même un environnement chaud pour générer des orages, quoi. Donc il faut avant tout une instabilité de l'atmosphère. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont déjà une notion de la stabilité ou de l'instabilité de l'atmosphère? Pour faire simple. Non? Alors c'est très simple. On détecte de l'instabilité du point de vue météorologique. On ne va pas rentrer dans la théorie théoricienne, hein, je vais aller vraiment au direct. L'instabilité se effectue essentiellement quand il y a un très fort refroidissement de l'air avec l'altitude, et non pas un réchauffement comme on voulait le croire. Donc il faut que du sol jusqu'à haute altitude, il y ait un très fort refroidissement. Alors pourquoi est-ce qu'il faut qu'il y ait un très fort refroidissement? Eh bien tout simplement parce que s'il y a une moindre parcelle d'air chaud prélevé à la surface de l'eau ou de la Terre, et que sous un effet mécanique, cette parcelle est amenée à monter, elle va se retrouver toujours plus chaude que l'air environnement qui est toujours plus froid. Donc plus elle est chaude que l'air environnement qui est autodol, plus elle va vouloir monter. Plus elle va monter rapidement, plus elle va libérer son eau de manière visible avec des formations nuageuses, d'où ces grandes
formation nuageuse, ces colonnes verticales, quoi. Voilà, donc vraiment la première des choses qui définit l'instabilité d'une masse d'air, c'est d'abord la température. D'accord ? Il y a deux choses, il y a la température et puis la teneur en eau. Mais en premier lieu, c'est la température. Il faut vraiment que du sol jusqu'à haute altitude, il y ait une très forte décroissance de température. Donc pour en faire encore plus simple, l'instabilité, c'est quand vous avez de l'air chaud tout en bas et de l'air froid tout en haut. L'air chaud n'a qu'une envie, c'est de monter le plus vite possible. Et plus il est dans un environnement froid autour de lui, plus il est relativement chaud, plus il a envie de monter. L'inverse, quand vous avez par exemple de l'air très chaud en bas et très froid en haut, pardon, c'est le contraire, quand vous avez de l'air très froid en bas et très chaud en haut, vous avez à ce moment-là de la stabilité la plus totale, quoi. Donc vous n'aurez pas des nuages cumuliformes, vous aurez des nuages de type stratiforme. Quand vous avez du brouillard notamment, c'est parce que vous avez essentiellement de l'air froid au sol et de l'air chaud en altitude. Pourquoi ? Parce que cette particule d'air, quand elle veut monter, elle va se retrouver toujours plus froide que l'air environnement. Donc si l'air environnement lui-même est très chaud et que la particule, elle, se retrouve froide tout le temps, elle ne voudra pas monter, elle voudra descendre en permanence. Donc comme elle redescend en permanence, eh bien, tout se tasse vers le bas et ça vous donne des nuages de type stratiforme. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc tout est question de la répartition de la température. Après vous avez un deuxième facteur, c'est la teneur en eau. La teneur en eau. Donc c'est le nombre de grammes que peut obtenir un mètre cube d'air. Voilà, donc de manière standard, les nuages stables en général, ils vont avoir aux environs de 0,5 grammes par mètre cube d'air. Les nuages instables, de l'air instable, va pouvoir tolérer des teneurs en eau qui peuvent aller jusqu'à 5 grammes par mètre cube d'air, voire même beaucoup plus que ça si on navigue dans les eaux tropicales. Dans les eaux tropicales équatoriales, forte chaleur, grosse humidité, les cumulonimbus peuvent monter jusqu'à la tropopause. En Afrique, la tropopause elle est environ à 20-23 km d'altitude, alors que chez nous, la tropopause tropicale, l'été, elle va être environ 11 000 mètres d'altitude, quoi. D'accord ? Donc, les nuages donc instables sont gorgés de vapeur d'eau et la teneur, c'est à peu près, pour ce qui est chez nous, c'est entre 3 et 5 grammes par mètre cube d'air, ce qui est déjà considérable. Si on refroidit une petite particule, je crois que c'était 1 cm3, refroidi, je ne sais plus à quelle température, peut libérer je ne sais combien de milliards, je dis bien de milliards de gouttelettes d'eau. Alors imaginez ce que ça peut donner sur un volume nuageux, quoi. Donc voilà pour ce qui est de la stabilité. Donc on retient simplement que c'est la répartition verticale de la température et la teneur en eau. Voilà. Donc un très fort refroidissement avec l'altitude, ce que surveillent la plupart des pilotes dans les dossiers météo. Avant un vol, ils vont définir si sur leur tranche de vol il va y avoir de l'instabilité. Pourquoi ? Parce que l'instabilité c'est dangereux, ça fait des nuages, des orages, des turbulences, donc on évite. Et donc ils vérifient sur les dossiers de vol, après à confirmer par les relevés de température en vol, si la température décroît telle que prévue par la météo très rapidement avec l'altitude, en dehors de sa décroissance naturelle normale, quoi. D'accord ? Donc ça c'est la première des choses, donc de l'instabilité on a vu. Alors quand se forment ensuite les orages, alors ils se forment un peu en fonction du relief, en fonction de la température aussi qu'il va y avoir, en fonction de l'ensoleillement, en fonction du vent, en fonction de pas mal de paramètres. Ce qui nous amène à parler comment se forment les orages. Alors, pour nous, marins, on va avoir à affronter 3 types d'orages. On va parler du premier type d'orage que l'on rencontre la plupart du temps près de nos côtes, par débordement orageux, parce que la plupart de ces orages se forment sur le relief, et puis par débordement orageux, en navigation côtière, on est appelé à avoir quelques rafales et à subir un orage. Ce sont les orages, ce qu'on appelle les orages, typiquement, populairement parlant, les orages de chaleur. On appelle ça météorologiquement plutôt des orages de masse d'air. Donc, vous en avez tous vu, des orages de chaleur. Ils ont lieu la plupart du temps, pour ce qui est de nos régions à nous, souvent en fin d'après-midi, quand le sol a été particulièrement bien chauffé par le soleil, donc la base est chaude et instable, bien entendu. À cela, ça peut se rajouter aussi le fait que des petites brises de mer amènent considérablement de l'humidité au-dessus donc du sol qui est chauffé. Donc cette humidité va à un moment donné vouloir monter vers le haut sous l'effet de la convection, se détendre et libérer donc une masse nuageuse, quoi.
Donc, ces orages de masse d'air ont lieu, comme je vous dis, en fin d'après-midi. En général, ne durent pas très longtemps. La formation dépend du degré d'instabilité de l'air, bien sûr, mais un bon cumulonimbus va monter jusqu'à 8-10 000 mètres à peu près l'été. Si la base est vraiment instable, avec une convection qui approche les 35 mètres par seconde, donc c'est la vitesse ascensionnelle, donc ça fait quand même 70 nœuds, hein, ça peut aller jusqu'à 70 nœuds de vitesse ascensionnelle, hein, la détente de l'air. Bon, ben, ça va vous faire, entre le moment de la genèse, l'arrivée à maturité, ensuite il y a la période d'averse, puis dissipation, 1 heure et demie à peu près, quoi. 1 heure et demie, grosso modo. Hein. Donc c'est des orages que l'on peut facilement détecter, nous, en mer, puisqu'il suffit d'observer à terre les phénomènes de convection. Donc alors, ce qui doit nous amener la puce à l'oreille, dans ce genre d'orage, on regarde un petit peu le baromètre. Vous aurez rarement des orages avec un baromètre à 1030, 1040, quoi. Ça c'est évident. L'air est beaucoup trop stable pour générer donc des formations orageuses. Bien qu'il peut y avoir des exceptions particulières quand il y a ce qu'on appelle des dépressions relatives qui se forment au sein d'un anticyclone. Ça peut arriver que très localement, une partie d'anticyclone, très localement, sur une région peut-être de 50 km, s'effondre pour générer une dépression thermique et créer un orage. Mais ça arrive, mais c'est quand même pas légion. Donc ces orages donc, de masse d'air sont facilement détectables puisque vous verrez forcément de la convection donc, arriver, se former au-dessus du continent, donc simplement par un effet vertical. Vous allez voir que ça va commencer à bourgeonner, ça je vous apprends strictement rien du tout là-dessus. Ce qui peut vous mettre déjà la puce à l'oreille, si on peut avoir ce type d'orage, c'est d'abord regarder le baromètre. Alors, vous pouvez avoir des orages jusqu'à des pressions qui peuvent aller jusqu'à 1015, 1017 hectopascales. C'est pas... Parfois, on a dans des pressions qui oscillent aux environs de 1013, 1015. C'est pas forcément des très basses pressions, puisqu'on a la frontière anticyclone-dépression, la frontière météorologique. Mais on a ce type d'orage aussi souvent dans ce qu'on appelle des marées barométriques. Donc, ce sont des zones météorologiques où les isobars sont particulièrement espacés. Il n'y a pas énormément de vent. Donc, les surfaces terrestres ne sont pas refroidies par l'effet refroidissant du vent, donc elles se chauffent plus facilement, le vent est faible, il peut générer effectivement non seulement c'est relativement correct, il n'y a pas non plus 100% de nébulosité 8/8 qui pourrait boucher le rayonnement du sol par rapport au soleil, donc vous pouvez avoir aussi des orages. Donc on regarde dans un premier temps le barreau, voir si on est en situation plutôt stable qu'instable, et ensuite vous pouvez évidemment regarder ce qui se passe à terre en reconnaissant les premiers phénomènes. Donc si vous avez une brise de mer qui vous amène beaucoup d'humidité en fin d'après-midi sur un sol qui est surchauffé, avec un baromètre qui n'est pas particulièrement élevé, pas particulièrement bas non plus, eh bien vous pouvez avoir des effets convectifs importants. C'est pas dit que l'orage va se former systématiquement, on peut commencer avec un simple petit cumulus, d'accord ? Mais voilà, pour X raisons, si les gradients sont suradiabatiques, hein, avec des refroidissements de plus de 10 degrés par 1000 mètres, eh bien on peut avoir des congestus qui vont se former par derrière, et ensuite d'un congestus, on peut arriver sur un cumulonimbus, quoi. Donc ça, c'est des orages de masse d'air qui ont lieu au sol, et nous, on peut être concernés par ce genre d'orage en navigation côtière, parce que des rafales d'orage, quand elles sortent, quand elles sont expulsées par les courants ascendants froids qui descendent à la suite, qui s'accompagnent de chutes de grêle ou de grésil, ces rafales peuvent aller très loin et peuvent atteindre des bateaux. Parfois, ça peut aller jusqu'à 50 km de l'orage. C'est pas impossible, quoi. Donc voilà. Donc les orages de masse d'air, on les a surtout l'été. Surtout l'été, sur la plupart des continents, dès qu'ils sont chauffés, quoi. Après, il faut un apport d'humidité derrière. Alors j'ai donné l'exemple ici d'humidité venant par la brise de mer, et vous pouvez avoir des orages aussi également thermiques, des orages de masse d'air, dès l'instant où sur un continent, sans qu'il y ait forcément un apport d'eau, ne serait-ce que sur une plaine qui a été humidifiée par exemple des arrosages d'eau, hein, ça peut arriver, ou alors au-dessus d'un lac. Voilà, qui fait quand même une hygrométrie qui est quand même importante et qui peut déclencher des phénomènes convecteurs aussi également, quoi. Voilà, donc ça c'est l'orage classique côtier que l'on ressent. Après,